Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien avec soi. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage particulier, profond et introspectif autour d'un sujet que tu connais probablement très bien, mais que tu regardes peut-être encore sous un angle trop étroit. Il s'agit des schémas répétitifs de ta vie. Tu sais, ces situations, ces émotions, ces expériences qui reviennent sans cesse sous des formes différentes, mais qui, au fond, se ressemblent toutes. Tu as l'impression parfois de tourner en rond, de revivre les mêmes blessures, les mêmes scénarios, les mêmes blocages, sans réussir à briser ce cercle, et ce malgré toutes les recherches, les thérapies, les stages, les livres que tu as pu lire, vivre, expérimenter. Et si aujourd'hui, au lieu d'essayer d'y échapper, on prenait le temps, ensemble, de comprendre ce que ces schémas essaient réellement de nous dire? Et si on arrêtait donc de les voir comme des ennemis pour les reconnaître comme des guides, aussi dérangeants soient-ils? Je t'invite à respirer profondément, à ralentir et à te poser avec moi pour explorer ce que ces répétitions signifient réellement et surtout comment tu peux transformer ton rapport à elles avec amour, douceur, mais aussi avec une réelle fermeté envers toi-même. Imagine ces schémas répétitifs comme des vagues. Elles viennent, s'écrasent contre la rive, se retirent et reviennent encore. Souvent, tu te bats contre elles, tu les fuis, tu les repousses, mais elles continuent de revenir. Pourquoi? Parce qu'elles portent en elles un message essentiel, quelque chose que tu n'as pas encore réussi à intégrer, à accueillir pleinement et à aimer. Chaque vague répétée est une occasion de voir plus clair, d'aller plus profondément à l'intérieur de toi-même. Ces schémas que tu vis ne sont pas le fruit du hasard, ni de la malchance, c'est pas la vie qui t'en veut. Ils viennent simplement éclairer des aspects de toi que tu refuses, consciemment ou inconsciemment, de regarder. Ils viennent te rappeler une vérité que tu préfères peut-être ignorer, une croyance limitante, une blessure ancienne, un besoin profond, non satisfait. La vie utilise ces répétitions non pas pour te torturer, mais comme une tentative bienveillante de te guider vers ton authenticité profonde. Il est courant d'entendre dire qu'on attire toujours les mêmes types de personnes dans nos vies, les mêmes conflits, les mêmes difficultés professionnelles, et souvent la frustration nous envahit parce que nous croyons que c'est quelque chose qui nous arrive alors qu'en réalité c'est quelque chose que nous co-créons avec nos propres pensées et croyances internes. Ces répétitions sont donc les miroirs parfaits de ce que nous portons en nous. Ils montrent précisément ce que nous devons voir et transformer, si on en a envie, et si on a envie de marcher ce chemin-là, bien sûr. Rien d'obligatoire ici. Bref, plutôt que de se sentir victime de ces répétitions, je te propose aujourd'hui de les considérer donc comme tes alliés. Ce changement de perspective peut être vraiment puissant, voire même révolutionnaire, puisqu'accepter ces schémas comme des messagers qui t'indiquent précisément où regarder à l'intérieur de toi change radicalement ta relation à eux, donc ta relation aux autres, et donc ta relation à toi. Et pour cela, il te faut ralentir, prendre le temps de t'arrêter et observer ces vagues intérieures avec une honnêteté radicale et une douceur absolue envers toi-même. Ce travail, comme d'habitude, n'est pas forcément confortable au début, mais à mes yeux, il est nécessaire et incroyablement libérateur. Le premier pas vers la transformation profonde, c'est d'être capable de regarder ce qui se répète, mais sans jugement, avec une curiosité presque enfantine, et surtout beaucoup d'ouverture au niveau du cœur. À partir de là, tu commences à comprendre que ces répétitions ne sont pas là pour te détruire, mais pour te libérer. Elles viennent t'indiquer les endroits précis où ton cœur demande à être vu, entendu, reconnu et aimé. Elles viennent en fait révéler des parties de toi restées dans l'ombre, pour leur permettre de venir enfin à la lumière, de trouver leur place juste dans ta vie. Donc ces répétitions, aussi douloureuses soient-elles parfois, sont les clés pour accéder à une vie plus alignée, plus authentique et profondément épanouissante. Après cette longue introduction, j'espère que tu comprends maintenant pourquoi il est essentiel de changer ton regard sur ces schémas répétitifs. Et c'est donc exactement ce que nous allons explorer en profondeur ensemble aujourd'hui, en commençant par comprendre pourquoi ces schémas apparaissent réellement dans ta vie.
Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Une fois n'est pas coutume, ces schémas naissent pour beaucoup dans les premières années de notre existence. Ce sont des adaptations, des constructions mentales et émotionnelles qui nous ont un jour protégés. Ce qui te semble aujourd'hui être un enfermement a probablement été une bouée de sauvetage dans ton enfance. Un mécanisme pour survivre dans un environnement émotionnellement insécurisant, voire même hostile pour certains. Et ton cerveau, dans son incroyable intelligence et capacité d'adaptation, a intégré que cette stratégie fonctionnait. Il l'a donc enregistré comme une vérité qui te maintient en sécurité. Imagine une petite fille qui, chaque fois qu'elle exprime une émotion, se fait rabrouer. T'es trop sensible, arrête ton cinéma, tu vas encore pleurer pour rien. À ton avis, que va-t-elle apprendre ? Que ressentir, c'est dangereux, que montrer sa vulnérabilité, c'est s'exposer. Alors, elle va se couper de ses émotions, devenir forte, résiliente, silencieuse. Et adulte, cette même femme va attirer des relations où elle doit toujours tout porter sans jamais craquer. Et elle comprend pas pourquoi, malgré ses efforts, elle se sent seule. Pourquoi elle attire des partenaires émotionnellement absents ou des environnements professionnels où il est mal vu de montrer sa fatigue. Parce qu'un jour, ressentir était trop douloureux. Et la croyance s'est installée. Je dois être forte pour être aimée. Les croyances profondes qui sous-tendent nos schémas sont rarement conscientes. Elles sont comme les racines d'un arbre invisible mais qui nourrit tous les fruits que tu récoltes. Ces croyances prennent souvent des formes simples. Je ne suis pas digne d'amour. Je dois être parfaite pour être en sécurité. Si je dis non, on m'abandonnera. Et elles conditionnent la totalité de ton système nerveux, de tes décisions, de tes élans, de tes blocages. Et c'est pas tout, il y a aussi les loyautés familiales invisibles, ce besoin profondément inconscient de rester fidèle à une histoire familiale que parfois on ne connaît même pas, de porter les blessures de ses parents, de ses grands-parents, peut-être même encore avant, par amour ou par peur d'être exclu du clan. Exclusion fut un temps de notre évolution humaine, c'était synonyme de mort. Tu répètes alors des situations qui ne t'appartiennent même pas, mais que tu vis comme des vérités. Ajoute à cela les mécanismes biologiques de ton cerveau. Il adore ce qui est familier, même si c'est douloureux, tant que tu es en vie pour lui, ça suffit. Donc ce qui est connu est perçu comme plus sécurisant que ce qui est inconnu. Tu préféreras donc inconsciemment revivre une douleur que tu connais, plutôt que de risquer une liberté que tu ne connais pas encore. Ça fait un sacré paquet de mauvaises nouvelles, ça fait un sacré paquet de trucs qui justifient le fait qu'on ne puisse jamais s'en sortir de ces foutus schémas. Mais, Dieu merci, il y a une bonne nouvelle. C'est que tout ce qui est appris peut être désappris. Merci les neurosciences. Tout ce qui a été conditionné peut être déconstruit, à condition bien sûr de le regarder, potentiellement de le nommer, même si aujourd'hui on sait que c'est plus indispensable, et finalement de l'accueillir. C'est le début du chemin. Identifier les croyances, comprendre leur origine et les reconsidérer avec les yeux de l'adulte que tu es aujourd'hui. C'est là que le slow coaching prend tout son sens. Ce n'est pas une méthode pour aller vite, pour aller plus vite même, mais pour aller plus vrai. Pour que ça puisse être clair pour toi, j'ai envie de te donner des exemples très concrets dans des situations que nous connaissons tous. Mais avant ça, c'était pas prévu, mais il me prend l'envie de te proposer d'aller encore un petit peu plus loin. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas envie d'aller plus loin, vous pouvez retrouver les chapitres pour
aller directement dans les exemples. Et si tu as envie de pousser un petit peu le bouchon, eh bien, continuons ensemble. Pour aller plus loin, en fait, j'ai envie de réintroduire ici la notion de polarité. Tu sais que j'adore cet espace de non-dualité, de taoïsme un petit peu, parce que je crois que c'est une clé majeure dans la compréhension des schémas répétitifs, et ce peu importe d'où ils viennent. Chaque expérience que nous vivons contient en réalité deux aspects. Un que nous valorisons, que nous jugeons positif, et un autre que nous repoussons, que nous considérons donc comme négatif. Mais la vie, elle, ne fait pas de tri. Elle englobe les deux. Elle est entière, complète. Elle inclut toutes les facettes, toutes les nuances. Et tant que nous, à l'intérieur, nous refusons une de ces facettes, nous créons une division, une tension, une répétition. Pour que ce soit plus visuel et clair pour toi, imagine un aimant. Cet aimant, il a deux pôles, un positif, un négatif. Le positif représente tout ce que tu recherches, ce vers quoi tu tends, ce à quoi tu es addict, si on pousse le truc. Et le négatif symbolise tout ce que tu cherches à éviter à tout prix, c'est ton aversion. Mais voilà, peu importe tes efforts, ces deux pôles sont inséparables. Imagine maintenant que tu coupes cet aimant en deux, en espérant justement séparer ces deux côtés. Mais chaque morceau obtenu comportera à nouveau ces deux pôles, positifs et négatifs. Peu importe combien de fois tu coupes cet aimant, tu ne feras qu'obtenir d'autres petits aimants, chacun possédant à nouveau ces deux faces qui semblent opposées. Tu vois où je veux en venir ? La vie fonctionne exactement comme cet aimant. Nous avons tendance à vouloir uniquement le positif, le plaisir, sans douleur, la paix, sans conflit, la gentillesse, sans dureté. Mais ces polarités existent toujours ensemble. Toujours. Elles forment l'équilibre naturel de l'univers. Le Bouddha disait que le désir d'obtenir l'inaccessible et le désir d'éviter l'inévitable sont les racines de la souffrance humaine. J'ai moi-même vécu ces moments où je poursuivais par exemple désespérément une paix parfaite tout en ne récoltant que des turbulences. Plus je cherchais l'harmonie absolue, plus le chaos semblait s'intensifier autour de moi. Et c'est là tout le paradoxe. Ce que je juge, ce que je fuis, je le crée, l'attire et le deviens. Car dès lors que je choisis une posture, je suis comme un aimant, je crée les deux polarités de cette posture. Et c'est cela que Carl Jung appelait l'ombre, cette part sombre qui nous suit sans cesse et que nous cherchons pourtant à fuir. On veut l'amour sans le rejet, la reconnaissance sans la critique, la liberté sans la responsabilité, la paix sans le chaos. Mais c'est cette résistance à une polarité qui génère les schémas qui nous pèsent. Parce que ce qu'on refuse, ce qu'on juge ou ce qu'on nie, finit toujours par revenir. Sous d'autres formes, parfois plus criantes, parfois plus douloureuses, et ce jusqu'à ce qu'on accepte de les regarder en face et d'en faire la paix. Prenons un nouvel exemple très concret. Si tu as grandi avec un parent très autoritaire, tiens, tu as peut-être développé une aversion profonde pour l'autorité. Tu pourrais avoir passé ta vie à fuir toute forme de structure, de hiérarchie, de cadre. Mais à force de rejeter cette facette de l'autorité, tu risques de l'attirer à nouveau, soit en rencontrant des figures d'autorité envahissantes, soit en devenant toi-même autoritaire dans tes relations sans t'en rendre compte. La vie cherche à t'enseigner l'équilibre, donc pas à rejeter l'autorité, mais à l'intégrer consciemment dans sa dimension constructive, à voir ce qu'elle peut avoir de protecteur, de structurant et d'utile pour toi. Autre exemple, si tu es profondément attaché à être perçu comme une personne douce, gentille, compréhensive, aimante, alors tu risques de rejeter en bloc la polarité de cela, donc la fermeté, l'affirmation, le non, la colère. Et à force de ne pas incarner cette polarité, elle te reviendra par l'extérieur. Des personnes qui profitent de toi, des situations où tu exploses après avoir trop encaissé, des moments où tu ne te reconnais plus.
Parce que en refusant de t'autoriser à poser tes limites, tu as abandonné une partie de toi qui, elle, ne demandait qu'à exister. Pas pour écraser, mais pour équilibrer. Chaque polarité que tu rejettes devient donc une source d'inconfort. Et tant que tu refuses de l'intégrer, la vie va continuer de te l'envoyer comme un rappel bienveillant. Regarde ici, aime ici. Ce n'est pas un combat, c'est une danse, une invitation à la complétude. C'est dans cette intégration que réside l'essence du slow coaching que j'ai créé. On ne cherche pas à t'arracher tes zones d'ombre. On ne veut pas te faire devenir quelqu'un d'autre. On veut t'aider à réintégrer ce qui a été exclu, à faire la paix avec ce que tu fuyais, à aimer ce que tu croyais devoir corriger. Alors oui, tu es capable de transformer ces schémas, non pas en les combattant, mais en les rencontrant pleinement, en accueillant toutes les parts de toi, même celles que tu avais jugées indignes d'amour. J'ai même envie de dire surtout celles-là. Maintenant que tu as compris ça, on va donc pouvoir plonger dans des exemples concrets de schémas répétitifs et tu verras à quel point ils sont logiques une fois qu'on regarde les polarités qu'on a fuies. Prenons donc un premier exemple, très courant, celui des relations amoureuses. Peut-être que tu as cette sensation étrange que, peu importe avec qui tu es en couple, tu finis toujours par ressentir la même chose. Tu vis les mêmes peurs, tu vis les mêmes doutes, les mêmes déceptions. Différentes personnes, parfois des contextes différents, mais au fond, le même ressenti, celui de ne pas être pleinement choisi. De devoir toujours faire plus pour mériter l'amour de l'autre, de rester sur le bord du cœur de cet autre. Tu peux même avoir attiré à plusieurs reprises des partenaires émotionnellement indisponibles ou des personnes qui te font sentir que tu es trop sensible, trop intense, trop exigeant ou exigeante. Et tu te demandes pourquoi encore ? Pourquoi est-ce que je revis ça ? Ce schéma-là, il est souvent le miroir d'une croyance profonde. Je ne suis pas digne d'un amour entier et stable. Et cette croyance, elle ne vient pas de nulle part. Elle s'est probablement construite dans ton histoire. Peut-être que, petit ou petite, tu n'as pas senti que l'amour t'était accessible librement. Peut-être qu'il fallait mériter l'attention, se faire discret ou discrète pour ne pas déranger, ou au contraire, briller pour exister. Et dans cette quête de l'amour, tu as peut-être survalorisé une polarité, celle de l'abandon. Tu as appris à te fondre, à t'adapter, à éviter le conflit, à ne jamais déranger. Tu as rejeté l'affirmation, l'indépendance, l'amour de soi. Et tant que tu continues à fuir cette autre polarité, la vie te présentera des partenaires qui l'incarnent à ta place, des personnes détachées, libres, affirmées, parfois distantes. À nouveau, non pas pour te punir, mais pour que tu puisses enfin réintégrer en toi ce que tu as projeté sur l'autre. Tu n'as pas besoin d'être moins aimante, tu as besoin d'apprendre à l'être aussi envers toi-même. Et le jour où tu te choisis pleinement, le jour où tu reconnais que tu es déjà digne d'amour sans condition, bien tu n'auras plus besoin d'attirer des relations où tu dois te battre pour exister. Tu ne seras plus en quête, tu seras en accueil. Et c'est là que les choses changent, profondément. Deuxième exemple que j'ai envie de te proposer, c'est celui des situations professionnelles. Peut-être que dans ton travail, tu remarques une constante. Peu importe l'emploi, le poste, le secteur, au bout d'un moment, tu te retrouves à porter plus que les autres, à être celui ou celle sur qui on compte, celui ou celle à qui on confie les dossiers urgents, les crises à gérer, les collègues à épauler. Et même si au début, t'es un peu flatté et tu ressens une forme de fierté parce qu'on te fait confiance, parce qu'on reconnaît ta compétence, au fond, quelque chose te pèse. Tu es épuisé, invisibilisé, non reconnu, et parfois, franchement en colère. Ce schéma, il peut être lié à une croyance aussi profonde que silencieuse, je dois prouver ma valeur en me rendant indispensable.
Peut-être que, plus jeune, on ne t'a valorisé que lorsque tu étais performant ou performante, ou qu'on attendait de toi que tu sois fort, autonome, débrouillarde. Peut-être qu'on t'a appris que la vulnérabilité n'avait pas sa place, que les besoins, c'était à gérer seul. Et alors, sans même t'en rendre compte, tu es devenue celle qui anticipe tout, qui prend tout sur elle, qui n'ose pas déléguer, qui se sent coupable quand il ou elle dit non. Et dans cet élan, tu as surinvesti une polarité, celle du don de soi. Tu es devenue un ou une pro du service, du soutien, de l'adaptation. Mais en rejetant l'autre polarité, donc celle de la réceptivité, de la reconnaissance, du droit au repos, tu as créé un déséquilibre. Et ce déséquilibre se manifeste dans ta réalité professionnelle. Tu attires des environnements où on attend de toi plus que des autres, parce que toi-même, tu n'as pas encore posé la limite de ce qui est juste pour toi. Tu deviens ton propre bourreau en fait, sans le vouloir. Tu nourris le système dont tu souffres. Ce schéma, il peut se transformer le jour où tu oses incarner aussi l'autre facette, celle qui dit non, celle qui demande, celle qui reçoit, celle qui sait qu'elle n'a pas besoin d'être utile pour être aimée. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'équilibre encore une fois. Et c'est souvent à cet endroit que les peurs émergent. Peur d'être perçue comme paresseux ou paresseuse, comme moins investi, comme moins fiable, peur qu'on te retire l'amour, l'estime, la place que tu as tant su gagner, mais au prix de ton énergie vitale. Et ici, le travail intérieur commence là, quand tu t'autorises à croire que tu peux exister pleinement dans ta puissance comme dans ton repos, dans ton engagement comme dans ton retrait. Et plus tu t'accordes cette permission, plus les situations professionnelles changent. Non pas parce que tu as fui ton poste ou ton entreprise, mais parce que tu as changé ta posture intérieure. La posture de celui ou celle qui n'a plus besoin de s'épuiser pour mériter sa place. Et enfin, troisième exemple que j'ai envie de te proposer aujourd'hui, c'est la difficulté justement à poser des limites personnelles. C'est un schéma aussi douloureux que courant, celui où tu dis oui alors que tout en toi crie non. Celui où tu t'adaptes encore, où tu fais passer l'autre avant, où tu consens à des choses qui au fond te laissent un goût amer. Et tu le sens, ce goût-là. Il s'installe après les conversations où tu t'es tu, après le rendez-vous que tu as accepté à contre-cœur, après les efforts que tu as fournis en espérant qu'en retour, enfin on te verrait. Ce schéma, il est souvent né d'une enfance où l'amour et l'approbation étaient conditionnels. Peut-être qu'on t'a appris que ta valeur dépendait de ton obéissance, de ta capacité à plaire ou à faire plaisir. Peut-être que tu as entendu « sois gentil ou sois gentille, ne fais pas de vagues, ce n'est pas bien de penser à toi, pense d'abord aux autres. Tu es égoïste quand tu te mets en avant. » Et tu as grandi avec cette peur tenace, celle d'être rejeté si tu t'affirmais. Alors, pour contrer ça, pour survivre dans cet environnement, tu as adopté un rôle, celui de la personne conciliante, de la personne facile à vivre, du bon élève. Et ce rôle, bien sûr, t'a protégé. Il t'a donné un sentiment de sécurité, d'appartenance, mais aujourd'hui, il te coûte cher. Parce que chaque fois que tu t'abandonnes pour ne pas être abandonné, tu ravives une blessure bien plus profonde, celle de t'être quitté toi-même. Et à nouveau, ce schéma se nourrit d'une polarité, le besoin d'harmonie. Et c'est un très beau besoin. Mais s'il est vécu sans sa polarité, donc le conflit, le désaccord, la fermeté, il devient toxique. Il devient un masque, une prison. Et les autres finissent par ne voir que le rôle que tu joues, jamais l'individu que tu es. Poser des limites, ce n'est pas rejeter l'autre. À nouveau, ce n'est pas être égoïste, c'est se choisir. C'est honorer l'espace sacré de ton intériorité. C'est dire « je me vois, je m'écoute, je m'accorde de l'importance ». Et oui, bon, on sent que c'est inconfortable, surtout au début, car poser une limite, c'est oser croire que ton bien-être compte autant que celui des autres. Bon sang, mais qui es-tu pour penser cela? C'est renoncer à être aimé à tout prix, pour être respecté enfin. Et souvent, ce n'est pas tant l'autre qui dépasse la limite que toi qui ne la formule pas. Par peur, par habitude, par loyauté,
Mais une limite non exprimée est une blessure en attente. Elle suppure, elle grince, elle ronge, et un jour, paf, elle explose. Par une crise, une rupture, un burn-out, une dépression. Tu mérites autre chose. Tu mérites de vivre des relations où tu n'as pas à te trahir pour être accepté. Où tu peux dire non sans te justifier. Où tu es aimé, non pas pour ce que tu offres, mais pour ce que tu es. Et comme à chaque fois, ce changement commence avec un choix. Le choix de te replacer au centre, de redevenir le gardien ou la gardienne de ton espace intérieur, et de dire avec calme, avec clarté, voici ce que je suis prête à offrir, et voici ce que je ne suis plus disponible à accepter. Et à partir de là, les relations changent, non pas parce que les autres ont changé, mais parce que toi, tu as cessé de te nier. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment on intègre et transforme concrètement ces schémas répétitifs? Je vais te proposer ici une méthode douce mais ultra puissante, comme d'habitude, en 7 étapes. Promis, ce sera pas long. Ce n'est pas une méthode miracle, bien sûr, ce n'est pas un raccourci non plus, c'est un chemin de retour vers soi. Première étape, observer sans réagir. La première chose à faire, c'est de remarquer, sans juger, sans dramatiser, juste voir, tiens, ce que je vis là, j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu. Pose un regard curieux sur les récurrences. Regarde les émotions qu'elles provoquent. Note les situations, les dynamiques, les dialogues qui reviennent. Le but ici, c'est de cultiver une forme d'observation bienveillante, comme si tu regardais un film dont tu es à la fois l'actrice et la spectatrice. Étape 2, identifier la croyance racine. Derrière chaque répétition, il y a une croyance. Demande-toi, qu'est-ce que je crois sur moi ou sur le monde pour que cela continue de se produire? Souvent c'est subtil, et la réponse ne pop pas comme ça, il faut un petit peu de temps et de patience pour l'entendre vraiment. Je ne mérite pas mieux, je dois souffrir pour réussir. Si je m'affirme, je perds l'amour. Écoute ce qui génère en toi de la culpabilité ou de la honte. En général, c'est un bon indicateur. Et puis écris ce qui te vient. Ne filtre pas. Laisse sortir. C'est là que la lumière commence à entrer. Troisième étape, replacer la croyance dans son contexte. Souviens-toi, cette croyance, tu ne l'as pas choisie consciemment. Elle s'est installée quand tu étais vulnérable, quand tu avais besoin de sécurité. Donc, revois la scène d'origine, si elle te vient, sinon tu prends la scène la plus ancienne possible en lien avec cette croyance. Revois donc le parent exigeant, le prof humiliant, le silence, l'abandon, la honte. Reconnaître le contexte te permet de réhumaniser ton histoire, de voir que tu as fait du mieux que tu pouvais avec les ressources dont tu disposais. Étape 4, rencontrer la polarité manquante. Et là, en général, ça commence à se compliquer parce qu'on n'a pas envie d'aller voir l'autre côté. Ce sont des polarités qui disent des choses de soi ou son histoire qu'on n'a pas envie de regarder en face. Et pourtant, c'est là que le shift peut se faire. C'est vraiment là que tout se joue pour toi. Si tu t'arrêtes avant cette étape, moi aussi je vais le dire comme ça, tu as fait tout le reste pour rien. Parce que c'est là maintenant que tu vas avoir besoin de ton courage, de ta force et de ton engagement envers toi-même. Va à la rencontre de cette polarité manquante. Qu'est-ce que tu refuses d'incarner? Quelle facette de toi fais-tu porter à l'autre? Quelle énergie as-tu reléguée dans l'ombre? Peut-être que tu as peur de ta colère, alors tu attires des gens colériques. Peut-être que tu fuis l'engagement, alors tu tombes sur des personnes instables. Fais de la place pour cette polarité. Prends ta responsabilité là-dessus. Imagine-toi l'incarner, pas dans l'excès, mais dans l'équilibre. Visualise cette version de toi qui intègre les deux faces de cette même pièce. Étape 5, accueillir ce qui émerge. Ce travail va bien sûr faire remonter des émotions, et c'est normal, ça fait partie du processus. Donc accueille-les. Ne cherche pas à les analyser ou à les étouffer, juste respire avec, laisse-toi traverser. Pleure si tu as besoin, laisse sortir ce qui a été retenu. L'émotion, c'est de l'énergie en mouvement, quelque chose est en train de bouger. Donc si elle revient, c'est qu'elle cherche une sortie. Donc offre-lui cet espace, offre-lui ce respect.
Étape 6, poser un acte symbolique. Fais un geste, écris une lettre que tu ne vas jamais envoyer, dis à haute voix ce que tu n'as jamais osé dire, change un mot dans ton vocabulaire quotidien, refuse une invitation, prends une journée pour toi, peu importe l'acte, mais qu'il soit aligné avec la nouvelle version de toi qui est en train d'émerger. C'est un signal pour ton corps, pour ton cœur, pour la vie. Enfin, 7e et dernière étape, répéter avec constance et douceur le processus des 6 étapes précédentes. Évidemment, ce n'est pas un one-shot. Ça peut marcher. Il y a des fois où les choses sont dans cet équilibre fragile où il ne reste plus qu'un mouvement pour basculer. Et il y a des fois, c'est un petit peu plus long. C'est pas linéaire. Il y aura des moments où le schéma que tu pensais avoir surmonté reviendra. Moins fort, moins long, parce que oui, tu as progressé, mais il testera justement ton engagement. Donc, reviens à l'étape 1, observe, écoute, aime. Chaque boucle est une spirale ascendante. Pas un échec. Chaque boucle est une spirale ascendante. Pas un échec. Tu n'es pas en train de régresser, tu affines, tu intègres, tu incarnes. Et surtout, ne cherche pas à réparer quoi que ce soit, parce que tu n'es pas cassé. Tu es en transformation. Et ça n'a rien à voir. C'est totalement différent. Le slow coaching, ce n'est pas un programme pour devenir une meilleure version de toi-même. C'est un chemin pour revenir à qui tu as toujours été, sous les couches de peur, d'adaptation, de masque. C'est un espace pour te rappeler que ta lenteur est une force, que ta douceur est une arme, que ton rythme est sacré. On ne court pas vers soi, on revient, pas à pas, respiration après respiration, présence après présence. On arrive donc au bout de ce que j'avais envie de te proposer aujourd'hui. Et j'ai envie de conclure avec une question. Tu me connais maintenant, j'aime bien les questions. Et si tu n'avais rien à corriger ? Et si la vie ne te voulait aucun mal ? Et si ces répétitions n'étaient pas une punition, mais une pédagogie de l'âme ? Un langage bien à elle pour te ramener à toi, chaque fois que tu t'éloignes, chaque fois que tu te perds dans le regard des autres, dans les attentes, dans la performance. Ce que tu vis n'est pas absurde. Ce que tu vis peut avoir du sens, même si tu ne le vois pas encore. Chaque expérience répétitive que tu traverses contient une invitation, une ouverture, une clé. Tu n'as pas besoin de forcer la porte. Tu peux la caresser du regard, la frôler avec douceur, jusqu'à sentir qu'elle s'ouvre de l'intérieur. Tu n'es pas seul, et tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu dois être pour rencontrer ce que tu as besoin de rencontrer. Tu es prêt, tu es prête, même si tu doutes encore. Souviens-toi, tu es un sanctuaire, pas un chantier. Ton corps est un temple, pas une machine. Ton cœur est un guide, pas un juge. Et ton rythme n'a besoin de se conformer à aucun modèle extérieur. Il te suffit simplement d'y revenir, encore et encore, lentement, amoureusement. Merci d'avoir écouté ce voyage jusqu'au bout. Merci de te choisir, de t'engager dans ce chemin vers toi, même à travers les tempêtes. Merci de ralentir pour ressentir, de ressentir pour comprendre et de comprendre pour aimer. Aimer tout ce que tu es, même ce que tu avais relégué dans l'ombre. Je te dis à très bientôt dans un prochain épisode de Bien avec soi. Et d'ici là, souviens-toi, tu n'es pas en train de te perdre, tu es en train de te retrouver. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.